vous dire en tant qu'amis, vous les gens de la presse, c'est de nous aider à bien conduire notre mission. Cela suppose que nous puissions donner de l'information réelle, de l'information vraie et de l'information vérifiée. Et aussi s'occuper de tout ce qui concerne le football. Pas seulement l'équipe nationale ou pas seulement des ragots parfois qui n'apportent rien ni à la presse ni au football national. Il y a des préoccupations majeures, importantes, sur lesquelles on peut discuter. Et nous sommes toujours ouverts, les portes de la fédération sont ouvertes, les membres du bureau fédéral ou les membres de la fédération du manière générale, et notamment les structures de la fédération, que ce soit au niveau du secrétariat général, au niveau de la direction technique nationale, sont à votre disposition toujours pour vous éclairer et répondre à vos questionnements. Quand on peut, nous aussi, on est à votre disposition, mais ce n'est pas évident aujourd'hui, avec le nombre de journaux qu'il y a et le nombre de journalistes que vous êtes, de pouvoir répondre à chacun. On essaie autant que faire se peut de le faire, mais parfois il faut nous pardonner quand on ne peut pas répondre à tout le monde. Bien, moi je ne suis pas là pour vous faire un bilan. Le bilan, je le ferai à l'Assemblée générale qui se tiendra bientôt à la mi-février. Plus exactement, le 14 et le 15, il y aura l'Assemblée générale de la Fédération le matin du 15 et la veille, l'après-midi, comme de coutume, il y aura l'Assemblée générale de la Ligue du football professionnel, puisque les présidents et les membres de la Ligue du football professionnel sont eux-mêmes membres de l'Assemblée générale de la Fédération, et donc ils assistent aux deux, et ça nous permet de faire des économies d'échelle en termes de coûts d'organisation de ces assemblées générales. D'ailleurs, les deux assemblées générales auront lieu pour la première fois. C'est vrai qu'on a fait une assemblée générale extraordinaire de la Fédération récemment au centre technique de Sidi Moussa. Cette fois-ci, les deux assemblées se dérouleront à Sidi Moussa. Nous aussi, à la Fédération, maintenant, nous comptons nos sous. Et on ne fait pas de l'austérité pour l'austérité, mais nous essayons d'assurer une bonne gestion de nos ressources. Et c'est pour cela que nous ferons nos deux assemblées au niveau de Sidi Moussa. Il ne faut pas vous attendre aussi à pouvoir être tous présents parce que les conditions d'accueil sont différentes que celles dans un grand hôtel d'Alger. Mais nous nous organisons pour que vous puissiez assumer votre travail dans les conditions possibles. Vous avez remarqué aussi que nous faisons tout pour héberger, d'ailleurs, même les équipes visiteuses. On a hébergé récemment l'équipe nationale féminine de Tunisie, l'équipe nationale junior au centre de Sidi Moussa. Je parle des équipes nationales qui ont rencontré nos jeunes catégories, auxquelles d'ailleurs peu d'intérêt est accordé par la presse, on ne s'occupe que de l'équipe A. À titre d'exemple, on en parle là, l'équipe nationale U20 et l'équipe nationale U17 sont au travail depuis plus d'une année, et jamais j'ai vu un intérêt quelconque dans nos médias à l'endroit de ces catégories, c'est pas normal. Vous devriez les encourager en parlant d'eux un peu de temps en temps, ça leur fera plaisir. Je peux vous assurer qu'il y a un travail profond qui se fait au niveau de la direction technique nationale. Vous avez dit que l'année 2015 serait consacrée à son organisation, c'est ce que nous avons fait. Aujourd'hui, la DTN se structure, elle continue de se structurer. La prise en charge des équipes nationales au niveau de ce secteur se fait correctement, puisqu'il y a des staffs de très grande qualité qui sont là pour couvrir les U17 et les U20. Et ils ont des stages réguliers, ils ont, je crois, le 22e ou 23e stage déjà sur une année. Ils ont joué beaucoup de matchs amicaux, sans que personne n'en parle. Ils vont jouer prochainement, les U20 vont jouer contre... ils ont déjà joué contre la Tunisie, ils vont jouer bientôt contre l'Égypte. Ici à Alger, la fin du mois, il y aura 2 matchs. Et ensuite, ils joueront le mois suivant contre la Mauritanie. Et ensuite, ils continueront de se préparer comme ça jusqu'à leur prochain match officiel au mois d'avril prochain. Le tirage au sort n'étant pas fait encore, la CAF le fera au courant de ce mois, en réalité à la fin de ce mois, plus exactement le 5 février, il y aura une réunion du comité exécutif de la CAF à Kigali, au Rwanda, en marge du championnat d'Afrique des Nations pour les joueurs locaux. Et le tirage au sort sera fait, donc nous connaîtrons nos adversaires, aussi bien pour les U17 que pour les U20. L'équipe nationale féminine n'est pas en reste, elle aussi travaille depuis longtemps, et elle se prépare aussi pour la CAN. Elle aura son premier match au mois de mars contre le Togo, et dans les jours qui viennent, ils seront déjà en regroupement, comme d'habitude.
Et ça aussi, on en parle très peu, même si nos collègues du site de la FAF couvrent régulièrement ces activités-là. Je voudrais juste qu'on parle d'un certain nombre de choses qui sont importantes pour le développement du football, mais qu'on a négligé jusqu'à maintenant. Est-ce que vous savez que la fédération a procédé soit à la formation, soit au recyclage de pas moins de 6174 entraîneurs? Je dis bien 6174 entraîneurs qui sont répartis comme ça sur les phases 1, phase 2, phase 3, c'est-à-dire l'équivalent du premier, deuxième, troisième degré. Pas moins de 4717 entraîneurs ont été formés. Sur les CAF CBA, vous savez que c'est soit des régularisations, soit des équivalences, soit des stages de formation qui sont faits avec des instructeurs CAF, puisque la licence CAF-C, maintenant nous faisons nous faisons partie des pays que la CAF a autorisé à organiser seule dans sa propre fédération. Nous passons aussi à l'organisation de la CAF-B avec nos propres instructeurs CAF à titre exceptionnel, ça commencera cette année. Et pour la CAF-A, nous allons multiplier les stages parce que nous allons nous-mêmes financer l'organisation des stages. La CAF ne finançant qu'une partie, 2 à 3 par an. Nous allons arriver jusqu'à plus d'une douzaine en procédant à un financement de nos propres moyens. 1733 formés, si ça vous dit quelque chose. Nous avons formé, vous vous souvenez, une première promotion de préparateurs physiques, il n'y en avait pas du tout. On a formé 39 préparateurs physiques qui sont maintenant dans les clubs. Les majors de promo sont dans les équipes nationales. Et il y a eu aussi 103 entraîneurs de gardiens de but qui ont été formés, qui ont eu le premier diplôme du premier degré. Nous organiserons en 2016, dans le cadre du programme nouveau de la DTN qui a été adopté d'ailleurs par le Bureau fédéral hier, le niveau 2 de tous ces examens, c'est-à-dire pour les préparateurs physiques et pour les entraîneurs de gardiens de but. Et nous pensons que dans les 2 prochaines années, l'ensemble des clubs professionnels pourront trouver sur le marché tous les préparateurs physiques en nombre suffisant et les entraîneurs de gardiens de but en nombre suffisant diplômés pour pouvoir travailler dans nos clubs. Il y a eu ces 2 dernières années 122 cours FIFA qui sont passés dans la discrétion la plus totale, c'est-à-dire ces instructeurs FIFA de très haut niveau qui sont venus faire des stages dans notre pays et qui ont permis à nos techniciens d'élever leur niveau, de se recycler et d'améliorer leurs connaissances. On a mis en place aussi, ça vous le savez je pense, 8 zones techniques en place. Dans chaque zone technique à travers le pays, il y a une douzaine de techniciens de haut niveau, les plus hauts diplômés qui y travaillent. Ils ont pour mission d'assurer la formation des entraîneurs, puisqu'on a décentralisé et déconcentré la formation. Aujourd'hui, au niveau de la wilaya, nous organisons le FAF 1. Au niveau de la zone, nous organisons le FAF 2 et 3. Et la licence CAF-C au niveau des zones. Et nous organisons aussi les CAF-B à partir de cette année au niveau des zones. C'est pour vous dire que tous les entraîneurs à l'intérieur du pays auront la possibilité de se former ou de se recycler dans leur région sans pour autant venir à Alger pour pouvoir se former. Dans ce cadre-là, ces zones ont aussi une structure des équipes nationales. Donc ils sont chargés de créer des sélections régionales pour les U15, les U17 et les U20. Nous préparons les futurs candidats à l'académie, aux 2 académies, puisqu'on aura une académie U17, U20 à la prochaine entrée. Nous avons déjà entamé les travaux au niveau de Sidi Moussa. Le bloc pédagogique est déjà prêt avec 5 classes, plus les salles de travail pour les professeurs et pour le censeur des études, puisqu'il y aura études des sports, études de football. Et nous sommes en phase d'étude pour la réalisation de l'académie. Le terrain est maintenant aménagé, la clôture finie. Nous pensons pouvoir être au rendez-vous. Le cas échéant, nous procédons à l'hébergement dans un des centres du secteur de la jeunesse et des sports en attendant de faire le transfert. Un certain nombre d'accords dans ce cadre-là sont en train d'être conclus avec la Fédération des sports scolaires, la Fédération des sports universitaires, pour aussi améliorer la prospection. Mais dans ce cadre-là, bien sûr, avec ces 2 fédérations, on va plus loin parce que nous allons aussi prospecter, encourager le football féminin et aussi la formation des arbitres. Il y a un programme très ambitieux de formation des arbitres dans ce domaine-là, notamment dans le mien, on en parlera tout à l'heure. Dans ce cadre-là aussi, le médical n'est pas en reste, puisque vous savez que nous avons fait un effort gigantesque
pour créer les conditions de gestion de l'aspect médical et scientifique du football dans le centre technique national. Et parallèlement, nous avons réalisé, en plus de l'accord que nous avons avec Aspetar, un accord avec l'hôpital Parnay, avec le CNMS, que nous signerons bien dans les prochains jours, et aussi un accord avec le Centre national de radiologie de Babylone, mais également avec l'Institut Pasteur, puisque nous allons être un des premiers pays, avec le concours de la FIFA, à mettre en place le passeport biologique. Et ce sera une première, ça nous permettra de diminuer les contrôles dopage, mais de suivre des joueurs dans le cadre du passeport biologique, c'est ce qui sera une première. C'est une opération très importante qui sera conduite entre la Fédération, l'Institut Pasteur, la commission médicale de la Fédération, c'est-à-dire les médecins fédéraux, et le service médical de la FIFA. Donc vous voyez que sur le plan de la direction technique, il y a un travail... et sur le plan technique dans la fédération, il y a un travail important qui se fait. Au-delà de tout ça, dans la structuration, il y a un département d'analyse qui est en place, un département audiovisuel, et puis la mise en place d'un fonds documentaire pour assurer des publications. On a déjà publié 3 ouvrages qui sont destinés à l'entraînement des entraîneurs, des méthodologies d'entraînement et aussi une méthodologie pour les entraîneurs de gardiens de but. Donc pour cela, c'est la première fois que la fédération publie et nous allons continuer ainsi à publier des ouvrages qui vont permettre d'acquérir des outils pédagogiques d'importance pour la famille des techniciens du football en Algérie. Là, bien sûr, les archives ne sont pas en reste. Vous savez que ça fait longtemps que nous sommes en train de reconstituer les archives, puisqu'à une certaine époque, on n'avait absolument rien trouvé. Mais grâce à Dieu, nous réunissons de plus en plus un certain nombre d'ouvrages, un certain nombre de fonds documentaires et d'archives qui vont permettre de retrouver la mémoire de la Fédération depuis longtemps, même au-delà de la période coloniale. Hier, nous parlions d'archives que nous avons retrouvées au niveau des ligues régionales, notamment celle d'Alger, d'archives d'il y a des débuts de l'indépendance, et il y a des reliures, on peut retrouver même des PB de commission de discipline des années 60, ce qui est magnifique. Ça nous permettra, et surtout pour les chercheurs, les historiens, et ceux qui s'intéressent, comme ceux qui ont écrit, comme Selhani, comme Qadri, que j'ai vu tout à l'heure, pourront trouver des fonds documentaires qui leur permettront d'écrire l'histoire correctement, l'histoire du football algérien, y compris du football amateur. Les équipes nationales ne sont pas en reste, on n'a pas besoin d'en parler, puisque là, vous êtes l'équipe nationale A, vous êtes toujours up-to-date, vous suivez particulièrement, vous savez que nous sommes à la veille du regroupement du mois de mars, qui va connaître une double confrontation contre l'Éthiopie. Tout est prêt pour cette opération, aussi bien le match d'Alger qui sera organisé au Stade Chaker, comme vous le savez, le 25, et l'équipe partira 48 heures après sur l'Éthiopie par vol spécial de la compagnie nationale Air Algérie pour jouer le match retour et revenir pour que les joueurs puissent dans les délais rejoindre leur club. Nous avons déjà aussi commencé la mise en place et la préparation du match des Seychelles du mois de juin. Et nous sommes en train d'étudier aussi la possibilité de pouvoir jouer un match amical à cette période. Si la date du match des Seychelles nous convient, on attend que la Fédération des Seychelles nous arrange sur la fixation de la date. On est en pourparlers pour cela. Les Olympiques ne sont pas en reste, donc aujourd'hui il y a une réunion importante technique qui est conduite par le coach Schurman avec les préparateurs physiques, avec tout le personnel technique habituel pour tracer le mode de préparation de notre équipe olympique. Tous les mois, il y aura un regroupement. Le premier commencera dans quelques jours, en janvier. Ensuite, en février, il y aura un autre regroupement qui sera aussi marqué par un match contre l'équipe olympique de Palestine. Donc l'équipe nationale olympique de Palestine nous rendra visite le 17 février et livrera un match contre notre équipe nationale ici. Ce match est placé aussi sous le signe de l'amitié algéro-palestinienne et de la solidarité avec ce pays que nous aimons. Et ensuite, au mois de mars, à la date FIFA, nous avons plusieurs propositions qui sont en train d'être finalisées. Nous avons une possibilité de jouer au Portugal contre le Portugal qui est qualifié. Et nous avons aussi une possibilité de participer à un tournoi qui aura lieu au Qatar, à condition que le Qatar soit qualifié. Vous savez que
L'équipe nationale olympique du Qatar est en phase finale du tournoi de l'Asie, de l'AFC, qui aura lieu d'ailleurs à Doha à partir des jours qui viennent, deuxième quinzaine de janvier. La finale ayant lieu vers le 30. Donc les trois équipes qualifiées, il y aura 3 équipes qualifiées. Notre staff technique sera présent sur place pour superviser la fin de ce tournoi, les demi-finales, la finale, puisque sans aucun doute nous pourrons, dans le tirage au sort qui sera fait à Rio, tomber sur l'une de ces équipes. Ça nous permettra de mieux les connaître et aussi de préparer éventuellement le tournoi amical qui aurait lieu à la date FIFA du mois de mars au Qatar. Ensuite, la vraie préparation et la plus difficile, c'est celle du mois de juin et juillet, puisque nous tombons sur une période Ramadan. Et au-delà de tout ça, il n'y a plus de championnat. Nous sommes en train donc c'est l'objet de la réunion d'aujourd'hui qui a lieu au moment où nous sommes ici, de mettre en place un plan très très particulier pour bien préparer cette équipe pour pouvoir nous représenter dignement aux Jeux Olympiques de Rio. Comme je vous ai dit, les U17 et les U20 ne sont pas en marche, j'en ai parlé tout à l'heure, et nous misons beaucoup sur ces jeunes-là pour l'avenir. En particulier, nous avons une équipe cadette qui est très talentueuse et nous espérons qu'elle ira jusqu'au bout cette fois-ci. Alors, sur les ligues, vous savez que nous sommes dans une année charnière puisque c'est la fin des mandats. Pour le mandat actuel, toutes les ligues, sans exception aucune, les 60 ligues qui composent la fédération devront organiser leurs assemblées générales ordinaires à partir de ce mois de janvier. Il y a déjà Batna qui organise le 14, ensuite Saïda. Ces 2 ligues régionales particulièrement connaîtront des élections très, disons, avancées. Et c'est le début donc du renouvellement. Toutes les autres ligues devront achever leurs asios au mois de mars et les élections se feront plus tard à la fin des championnats pour que les nouvelles équipes puissent préparer la saison 2016-2017 dans les meilleures conditions possibles. À propos de football amateur, je peux vous annoncer, j'ai la permission de Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports que je remercie, de vous annoncer que nous allons signer prochainement une convention pour la gestion du fonds du football amateur. Et donc nous sommes arrivés à un accord sur la répartition de ce fonds pour l'encouragement du football amateur globalement, du football féminin, de la formation de l'arbitrage et aussi de la bonne gestion des ligues pour améliorer les compétitions locales. Et donc, il y aura aussi, en plus de la gestion de ces subventions pour le football amateur, il y aura aussi la gestion des compétitions et il y aura des bonus pour les clubs et les associations du Sud et des hauts plateaux et des zones déshéritées qui ont besoin de plus de moyens par rapport à ceux qui sont dans les grandes villes. Nous avons aussi, dans ce cadre, avancé dans la création de la Ligue du futsal. Donc, il y a un certain nombre d'associations de futsal qui se sont organisées, ce qui nous permettra bientôt d'organiser une assemblée générale, la première assemblée générale de la Ligue du futsal, qui nous permettra de normaliser cette activité que nous organisons jusqu'à maintenant uniquement sous forme de Coupe d'Algérie. C'est une discipline intéressante et qui peut améliorer le football de proximité et même sur le plan de la représentation nationale, pouvoir aller jouer la Coupe d'Afrique des Nations du futsal et pourquoi pas la Coupe du Monde de futsal puisqu'il y a une Coupe du Monde qui est organisée par la FIFA. Ce fonds aussi servira au financement du football féminin. Vous savez que la fédération fait un énorme effort pour le football féminin. Vous savez que toute la Ligue est subventionnée à raison d'à peu près 2 milliards de centimes par an pour l'organisation des compétitions. Les ligues régionales aussi qui organisent les compétitions régionales. Vous savez que maintenant il y a une compétition des U17 et des U20. Et sur le championnat national, vous savez aussi que nous finançons non seulement
l'achat d'équipements pour ces équipes, nous finançons le transport de ces équipes pour les déplacements et nous finançons une nuitée d'hôtel pour les déplacements de la division nationale. On essaie autant que faire se peut de leur donner beaucoup de compétitions pour améliorer les performances des clubs de football féminin, mais aussi pour pouvoir puiser un certain nombre de joueuses pour l'élite. Hier, nous avons débattu au Bureau fédéral d'un sujet important, c'est la fonction sociale du football national et notamment de la fédération. Vous avez vu ces derniers temps un certain nombre de cris de détresse de certains anciens joueurs, de certains anciens entraîneurs, de certains anciens dirigeants. Et donc, nous avons mis en place un projet qui sera soumis à la prochaine Assemblée générale en février pour créer la fondation de la Fédération algérienne de football. Cette fondation, nous proposons à l'Assemblée générale de la doter pour commencer d'un fonds de 10 millions de dinars, c'est-à-dire d'1 milliard de centimes, qui sera versé annuellement par la Fédération sur ses propres fonds et qui sera aussi, qui fera appel à des mécènes, à des donateurs, à des sponsors pour pouvoir aider tous les gens qui en ont besoin, que ce soit des anciens joueurs, des anciens entraîneurs, des anciens dirigeants, des anciens arbitres, pour qu'il y ait un acte de solidarité avec tout ce monde. Cette fondation sera dirigée par donc un conseil d'administration et une assemblée qui sera composée de dirigeants de la fédération, mais aussi d'anciens joueurs, d'anciens arbitres, d'anciens entraîneurs, et de membres de l'amicale des anciens joueurs internationaux après son renouvellement qui est fixé au mois de janvier prochain. Puisqu'on parle de finances, je peux vous dire que sur le plan financier aujourd'hui la fédération est relativement autonome, mais quand je dis autonome, j'ai vu ici et là des papiers disant qu'on réclame une autonomie par rapport au contrôle, c'est faux. La fédération est tenue de se soumettre à tous les contrôles de l'État. Et nous le ferons avec plaisir parce que nous gérons dans la transparence la plus totale. Et bientôt, vous aurez entre les mains, à la veille de l'Assemblée générale, notre bilan qui est publié chaque année. Nous sommes peut-être une des rares entreprises dans ce pays à publier, y compris sur le net, notre bilan. Et nous sommes contrôlés régulièrement. D'ailleurs, nous avons un contrôle de la FIFA sur les fonds de la FIFA qui vient cette année. Nous avons tiré au sort. Ça fait la deuxième fois que nous subissons un contrôle de la FIFA. Et grâce à Dieu, nous n'avons rien à cacher, bien au contraire. Et nous voulons être un exemple dans la bonne gouvernance et la bonne gestion. Comme vous le savez, nous avons même restitué la subvention que nous avons reçue cette année de l'ordre de 35 milliards de nos centimes. Cela ne veut pas dire que nous voulons nous détacher du contrôle de l'État ou du contrôle des autorités concernées, bien au contraire. Et la restitution est un acte de solidarité avec nos fédérations sœurs et avec le secteur. Et aujourd'hui, grâce à Dieu et grâce aux efforts que nous avons faits dans le domaine de la gestion du sponsoring et de la gestion des ressources propres de la fédération, nous n'avons pas de problème majeur et nous consacrons, y compris nos investissements sont faits sur nos fonds propres. L'académie que nous construirons à Sidi Moussa, que nous construisons, puisqu'on a déjà commencé, on a financé le bloc pédagogique, un certain nombre de structures, le nouvel hôtel, le nouveau stade et plein de choses qui sont faites sur nos fonds propres. Et nous nous lançons, donc hier nous avons aussi pris la décision de créer une société par action qui appartiendra à 100% à la fédération pour gérer l'opération de la construction d'un hôtel 4 étoiles au siège de la fédération. Vous savez que nous étions bloqués par la loi, vous savez que la loi sur les associations parle d'associations à but non lucratif. La loi de finances pour 2016 est venue donc nous libérer, pratiquement libérer toutes les fédérations d'utilité publique, classées d'utilité publique. En son article 71, il est précisé que toutes les fédérations qui ont les moyens peuvent investir et à condition que les bénéfices issus de cet investissement soient consacrés exclusivement aux missions statutaires de l'association concernée. Par conséquent, cela nous donne tout de suite la possibilité de passer à l'investissement et donc nous allons
y aller. Et donc nous allons construire cet hôtel et nous allons le donner en gestion à une société internationale de haut niveau, de premier ordre, ce qui va constituer une source pérenne de financement. On est même en train de réfléchir à construire l'administration de la fédération à Sidi Moussa, de manière à rassembler toute la structure au même lieu et place, et je pense que nous le ferons. Cela nous permettra aussi d'avoir un parc immobilier qui est à Dili Rahim, qu'on peut de manière aisée louer à des grosses entreprises, ce qui constituerait aussi une source pérenne de revenus pour nous permettre d'avancer dans la bonne gestion de la fédération. Bien sûr, nous continuons toujours notre politique de financement par le biais du sponsoring et des autres et la gestion des autres droits avec la télévision nationale, avec la NEP, avec un certain nombre d'opérateurs pour diversifier nos sources de financement. On va parler du football professionnel. Le football professionnel, ça fait longtemps qu'on a commencé, on n'a pas atteint les buts escomptés, vous le savez bien, vous en parlez régulièrement dans vos journaux, dans vos médias. On a dit depuis le début qu'il faut beaucoup de temps pour arriver à mettre en place un football professionnel de qualité. Souvent, nous nous comparons à des pays européens qui ont mis un siècle, voire 60, 70 ans pour arriver au stade où ils sont. Il faut donc être patient. Il faut être patient, mais on a déjà appelé nos dirigeants aussi à passer à un niveau supérieur de gestion, parce que le football professionnel, c'est d'abord une affaire de gestion, de bonne gestion et de bonne gouvernance. Hélas, cela ne se passe pas comme nous voulons. À titre d'exemple, les masses salariales aujourd'hui sont le gros fardeau de tous nos clubs. C'est 90%, voire un peu plus du budget d'un club, et cela est inadmissible. Il va falloir que tous les clubs corrigent leur manière de gérer les salaires, leur manière de gérer leurs joueurs, leur manière de gérer leur budget. Aujourd'hui, pratiquement tous les clubs sont déficitaires, ce qui est dramatique, et nous ne manquerons pas de le signaler et de l'examiner dans une prochaine réunion avec les présidents de clubs, c'est que malgré le déficit, la masse salariale augmente d'année en année. Il y a une moyenne de 20 à 25% d'augmentation de salaire, ce qui est complètement anormal. On a vu même des clubs de D2 monter en Ligue 1 qui ont vu leur salaire, leur masse salariale augmenter de 125%, ce qui est inadmissible. Alors que, à titre d'exemple, pour la phase aller, 16% sur les 385 seniors de Ligue 1 n'ont pas cumulé 90 minutes de jeu. Alors, 62 joueurs, ça fait 62 joueurs exactement, à une moyenne de 1 million de dinars, c'est 6 milliards par mois, c'est 60 milliards par an. Donc voilà des postes d'économie. 46% des joueurs, des 28 joueurs étrangers ont joué moins de 50%. On a même des joueurs étrangers ici qui soi-disant sont un apport, sont un plus. Eh bien, figurez-vous que presque la moitié n'a même pas joué la moitié du championnat. Alors, à quoi ça sert? Il faut se poser des questions. Si on amène un joueur, c'est un plus. On l'amène de l'étranger, c'est parce que on veut hisser le niveau du football vers le haut. Le résultat est le contraire. Il y a même des joueurs qui n'ont jamais joué, il y en a 2 exactement, qui ont joué 0 minutes jusqu'à aujourd'hui pendant la phase aller, et qui sont payés en devises qu'on va chercher au marché parallèle. La plus grosse déception aussi, seulement 25 joueurs des moins de 21 ans ont pu de manière irrégulière participer à des matchs de seniors. C'est-à-dire au moment où nous espérons que de jeunes joueurs utiles pour cette tranche d'âge des U21, U23, notamment pour une équipe olympique, devraient être utilisés. Nos clubs ne font pas confiance aux jeunes et donc préfèrent aller faire des transferts de club à club. Vous avez vu, tous les clubs s'échangent les joueurs où chacun va piocher chez l'autre au lieu de se pencher sur la formation et pour pouvoir avoir ses propres sources humaines. Nous attendons ces centres de formation et contrairement à ce qui s'est dit ici et là sur les centres de formation,
et je peux vous confirmer cela, l'État n'a pas reculé sur la construction des centres, et les centres de formation seront lancés. Dans cette masse salariale, comme je vous disais, 27% d'augmentation, il y a 40% de joueurs en Ligue 1 qui perçoivent plus de 1 200 000 dinars par mois. L'autre jour, sur un plateau de télévision, j'entendais quelqu'un dire que la fédération doit s'occuper de plafonnement. La fédération ne peut pas s'occuper de plafonnement. Le plafonnement, c'est chaque entreprise, chaque société de football qui gère un club doit gérer sa masse salariale, elle doit gérer son budget. Si les clubs, on leur a dit, si les clubs décident entre eux de plafonner le salaire et qu'ils en fassent dans leur assemblée générale de la Ligue un point de règlement, à ce moment-là, les contrats ne seront plus enregistrés au-delà d'un certain niveau de salaire. Jusqu'à aujourd'hui, on est toujours confronté au problème du paiement de l'impôt et de la CNAS. Un joueur de football n'est pas un super citoyen. Il est comme tout le monde, il est comme vous quand vous recevez votre fiche de paye, ou comme moi, ou comme n'importe quel employé dans une société. Il doit s'acquitter de ses impôts et on doit le déclarer à la CNAS. Aujourd'hui, dans le nouveau projet de texte de la Constitution, la déclaration à la sécurité sociale est obligatoire, c'est devenu constitutionnel. Donc nous allons devoir le faire. Nous sommes en train de rechercher les voies et moyens avec le ministère du Travail et la Direction générale de la CNAS, qui coopèrent avec nous de manière très positive, et c'est l'occasion pour nous de remercier aussi bien le ministère du Travail que la Direction générale de la CNAS, qui cherchent avec nous des solutions pour que nous puissions régler aussi bien le passif que la manière de gérer le futur. Il va y avoir un plafonnement à 15 fois le SMIC, c'est-à-dire autour de 270 000 dinars. Cela veut dire que tous les clubs et les joueurs qui sont de 0 à 270 000 dinars payeront au réel leur cotisation, tandis qu'au-dessus de 270 000 dinars, le salaire, on prélèvera que l'équivalent de 270 000 dinars, la cotisation de 270 000 dinars seulement. Si un joueur touche 100 millions, on prendra la CNAS sur 270 000 seulement. Sur le passif, il y a des joueurs qui vont à la CNAS réclamer soit des trucs de maladie, soit des trucs de retraite, qui n'ont jamais été déclarés alors qu'ils ont perçu des salaires. Donc nous sommes en train d'essayer de trouver avec la CNAS le moyen et avec les clubs de résoudre ce problème sur les 5 dernières années du professionnalisme, et nous pensons que nous trouverons une solution bientôt. J'ai entendu ici et là dire que la fédération allait payer au lieu et place des clubs. C'est complètement faux. La fédération, ni la Ligue d'ailleurs, ne peuvent payer au lieu et place d'un club les cotisations ou les impôts. Tout ce que nous pouvons faire, et c'est une proposition que nous avions faite pour que cela soit plus clair, dans le cas où un forfait serait accepté par la CNAS, nous pourrions, par retenue et ça nous avons l'accord des clubs, de tous les clubs, pour pouvoir payer les arriérés sur un forfait à préciser avec la CNAS sur leurs revenus de droit télé, non pas sur les fonds de la fédération ou sur les fonds de la Ligue. C'est pour faciliter toute cette procédure. J'aimerais aussi qu'on parle de la CRL. La CRL, j'ai vu beaucoup d'écrits ces derniers temps qui parfois ou même souvent sont erronés. La CRL, j'ai vu certaines critiques, ou d'ailleurs certains qui ont dit que même le président de la FAF se mêle de la CRL, ce qui est complètement faux. J'irai pas à dire ce que je pense d'un écrit particulier qui a été fait, parce que il y a un de vos collègues qui avait un intérêt particulier à un joueur qui a écrit un papier, je ne dirai pas qui, ni le Canard, parce que vous savez tous comme moi qu'il y a même des journalistes qui s'intéressent, quelques journalistes qu'on peut compter sur le doigt d'une main, qui s'intéressent au transfert de joueurs. Et ça, c'est pas bien. Un de ces journalistes a dit que nous nous mêlons de la CRL. La CRL est un organe paritaire. Il y a des présidents élus qui représentent leur père et des joueurs qui représentent leur père. Il y a un président, un vice-président
qui sont des juristes spécialisés, qui ont l'autonomie la plus totale. Et c'est eux qui décident ensemble de comment régler les contentieux, les litiges qu'il y a entre les uns et les autres. Et comme toutes les chambres de résolution des litiges, elles commencent toujours par la conciliation, y compris à la FIFA. Aujourd'hui, il y a des cas FIFA, on en a des dizaines de nos clubs qui sont en litige avec des joueurs qui sont à la FIFA. La chambre de résolution des litiges de la FIFA et la direction du statut du joueur à la FIFA commencent toujours par une conciliation. On essaie de régler les problèmes à l'amiable. Quand les problèmes à l'amiable sont réglés, on va pas plus loin. Sinon, après, on applique la réglementation et ça va de soi. Souvent, allez, disons 80% des cas ont été réglés comme ça en Algérie ou ailleurs. Relizane avait 7 joueurs qui ont déposé des dossiers de litige il y a quelques semaines. Jusqu'à avant-hier, il y avait plus de cas de litige, tous ont été réglés à l'amiable. Les autres dossiers sont aussi réglés de la même manière. Dans le cas où il n'y a pas de solution à l'amiable, à ce moment-là, la commission des litiges applique les règlements qui sont en vigueur. Mais je voudrais attirer votre attention aussi sur la faute des joueurs. Nous avons dit aux joueurs, il y a longtemps, que si une saison passe, ne venez pas nous demander de résoudre vos litiges. Si vous acceptez de ne pas être payé pendant plus de 3 mois, il ne faut pas venir à la résolution des litiges. Ça veut dire que vous avez des compromis avec votre club. Il ne faut pas utiliser la chambre de résolution des litiges comme un outil, un moyen de vous faire libérer quand vous voulez et à l'époque où vous voulez. Et nous avons constaté, il y a une dizaine de joueurs dont les noms reviennent régulièrement, qui sont devenus des spécialistes de ça. Et ça ne marche plus. On a fait tirer des statistiques comme on a fait pour le reste, et nous savons qu'il y a des joueurs qui pratiquent ce type de gymnastique pour ne pas compléter, pour ne pas achever leur contrat de 2 ans dans les clubs. Et ça, nous ne pouvons pas le tolérer. La deuxième des choses, aujourd'hui, les joueurs à la signature, ils mettent le grappin à la gorge des présidents de club en leur disant « donnez-nous 5-6 mois d'avance de salaire ». Si vous prenez 5-6 mois d'avance de salaire, si le club est en retard de quelques mois, ce n'est pas la peine de rouspéter. C'est vous qui avez créé le problème. Si chaque joueur allait signer dans son club et attendre la fin du mois pour prendre son salaire comme vous et moi nous le prenons chaque mois, moi je suis retraité, je le prends à la retraite, mais on me paye chaque mois. Et vous aussi, votre journal ou votre organisme vous paye mensuellement, le problème ne se poserait plus. Savez-vous qu'il y a des joueurs qui ont refusé de prendre des chèques? Prendre un chèque, c'est de l'indiscipline. Quand on demande à un joueur de communiquer vos numéros de compte, il veut que je n'ai pas de numéro de compte. Ça aussi, ça ne marche pas. Donc nous avons décidé, avec la Chambre de résolution des litiges et l'ensemble des structures concernées, de mettre en place un contrat nouveau à partir de la rentrée, qui va cerner tous ces problèmes et les prendre en charge, de manière à ce qu'il n'y ait plus de litige. À titre d'exemple, un joueur, obligatoirement, devra avoir un compte bancaire ou postal où il recevra par virement son salaire. L'avance, on a déjà dit que c'est interdit. Il faut absolument que tout le monde la respecte, que ce soit les présidents de clubs, ou que ce soit, je dis, l'administration des clubs, ou que ce soit les joueurs. Ainsi, les gens pourront gérer le budget de la masse salariale qu'ils ont progressivement. À cela s'ajoute le problème du règlement intérieur. Dans le règlement intérieur, chaque club a un règlement intérieur. Il y a un club qui enlève 100 millions pour une absence, un autre qui enlève 50, un autre qui enlève 10. Par conséquent, ces choses-là aussi, la commission juridique est en train de préparer un règlement intérieur qui sera à l'identique pour tout le monde, où on parlera de toutes les sanctions et de tous les devoirs d'un joueur à l'endroit de son club, et ils n'auront pas besoin de le signer, parce qu'il y a des joueurs qui ont signé leur règlement intérieur, qui est une annexe indissociable du contrat, et d'autres qui ont refusé de signer. Quand ils viennent devant la commission des litiges, ils disent « Ah, moi, j'ai pas signé ce règlement intérieur », alors qu'il était annexé au contrat depuis le début. Ainsi, nous réglerons, je pense, 80% des litiges qui se posent. Il y a aussi un problème important, c'est celui du versement des impôts des uns et des autres. Il faut que tout le monde joue le jeu. Vous touchez un salaire, vous devez payer votre impôt. Il n'y a pas de problème. Donc j'espère que tout cela rentrera dans l'ordre pour que nous ayons une gestion efficace et une gestion respectueuse
de relations joueurs qui sont employés aux clubs qui sont employeurs. Il y a eu 130 dossiers de litige cette année, c'est beaucoup. C'est beaucoup. En été, la commission des litiges, la chambre des litiges a libéré une 60aine de joueurs. C'est aussi beaucoup. C'est aussi beaucoup. Alors, j'espère que nous arriverons à trouver des solutions de manière à ce qu'il y ait plus de stabilité, surtout à assurer l'intégrité des championnats. Il y a des joueurs qui viennent à la chambre de résolution et disent je ne peux pas aller parce que les supporters m'ont menacé. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Les supporters vous ont menacé, vous allez déposer plainte au tribunal à côté pour justifier que vous avez été réellement menacé. Mais si chacun dit les supporters me courent après, je ne vais plus dans mon club, ça ne peut pas marcher comme ça. Donc c'est un appel que je lance à tous les joueurs pour qu'il y ait plus de discipline, plus de respect des contrats avec les clubs, tout comme les clubs ont l'obligation de payer leurs joueurs et de les payer dans les délais de manière régulière. J'espère que d'ici la saison prochaine, nous éviterons ce type d'avance sauvage et qui engendre des contentieux chaque année. Voilà, sur la licence des clubs, vous savez que tous les clubs qui vont participer aux compétitions de la CAF ont reçu leur licence. Et j'espère qu'en plus de l'ASO, de l'USMA, du Mouloudia, de l'Entente et de l'ALMA qui avaient eu leur licence l'année dernière, cette année, c'est le MOB, le Mouloudia d'Oran, l'Entente et le CSC qui vont nous représenter. Et donc, j'espère qu'on pourra au fur et à mesure améliorer toutes les performances pour que nous puissions avoir des clubs acceptables dans les compétitions internationales. Sur les problèmes disciplinaires du championnat professionnel, il y a une nette amélioration cette année par rapport à l'année dernière. À l'exception des jets de fumigène, il y a un recul de toutes les sanctions de commission de discipline. Et j'espère que nous continuerons ainsi à avoir moins de problèmes disciplinaires. C'est aussi l'occasion d'appeler non seulement les joueurs, mais les supporters à respecter le stade, à respecter le jeu et à avoir beaucoup de respect les uns envers les autres, de manière à ce que notre football puisse avancer. Sur l'arbitrage, aujourd'hui, nous sommes à 4571 arbitres qui couvrent pas moins de 2464 matchs par semaine. Et ça, on a tendance à regarder les 8 matchs de la Ligue 1 ou les 8 matchs de la Ligue 2. Vous savez qu'il y a à côté 2000 matchs qui se déroulent sur le territoire national. On a tendance à l'oublier, on ne regarde que ça. Et c'est pour vous dire les efforts gigantesques que fait la fédération et que font les ligues pour gérer l'ensemble du football national. Et nous avons un programme ambitieux non seulement de recyclage, d'élévation du niveau régulier de nos arbitres, mais aussi de formation. Comme nous vous disions aujourd'hui, nous avons lancé des opérations de formation à travers toutes les ligues. Dans le cadre du Fonds national du football amateur aussi, il y a une opération de formation qui se fera au niveau local et qui se fera aussi à travers le sport universitaire et le sport scolaire et le sport féminin pour pouvoir couvrir l'ensemble des besoins dans ce domaine et il se chiffre par milliers. Nous avons besoin d'au moins 4000 autres arbitres pour pouvoir couvrir correctement nos compétitions et notamment les compétitions de jeunes. Le dopage, vous avez vu quelques cas assez médiatisés ces temps-ci, mais sachez que nous avons fait cette année 1081 contrôles. 1081 contrôles. Il n'y a pas une fédération en Afrique qui fait ça, il n'y a pas une fédération en Asie qui fait ça. Il y a très peu de continents où on trouve des fédérations qui ont atteint ce niveau. Cela est complètement financé par la fédération. Vous savez qu'un contrôle dopage, c'est à peu près $200. Et ça, nous le supportons. Nous le supportons parce que nous voulons avoir un football propre. Nous voulons avoir un football où il n'y a pas de dopage et nous continuerons à lutter contre ce grand fléau. Nous n'avons eu que 5 cas positifs, ce qui représente 0 et quelques %. Et 30 cas atypiques. Quand on parle de cas atypiques, il faut que vous sachiez que parfois c'est des problèmes de prise de médicaments, parfois c'est des problèmes de corps humain qui génèrent un certain nombre de substances qu'on découvre au contrôle en labo. Et donc, quand on parle de cas atypiques, s'il vous plaît, ne vous alarmez pas, et ce n'est pas des cas positifs. Pour la plupart,
la plupart du cas, ils finissent par être déclarés non positifs. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que nous puissions continuer la lutte contre le dopage. Nous avons commencé à le faire hors compétition. Nous allons dans les camps d'entraînement des clubs et nous allons soutenir cet effort parce que nous voulons faire de la prévention. Nous ne voulons sanctionner personne. Nous voulons que les joueurs, et c'est le moment d'appeler tout le monde à faire attention à ce qu'ils prennent comme substance. Il y a eu d'ailleurs des joueurs qui ont été récemment attrapés sur des produits qui sont vendus dans des supérettes qu'utilisent les gens pour le bodybuilding, pensant pouvoir améliorer leur musculation, leur truc, alors que c'est des produits prohibés. Souvent, c'est la méconnaissance de ces produits-là qui engendre un contrôle de dopage positif. Sur le site de la fédération, l'AMA vient de publier la nouvelle liste des produits prohibés. Ils sont disponibles sur le site de la fédération. Ils vont être mis sur tous les sites des ligues. Il faut aussi savoir qu'il y a des joueurs qui prennent des médicaments sans les déclarer. Il y a ce qu'on appelle une AUT, une déclaration des usages thérapeutiques. Les joueurs, et là, il faut expliquer, s'il vous plaît, quand vous avez l'occasion, quand un joueur prend un traitement, il doit le déclarer. Parce que si on l'attrape et qu'il a fait une déclaration préalable, il y a des produits pharmaceutiques qui sont considérés comme dopants. S'ils l'utilisent pour une vraie maladie, comme notamment les asthmatiques, il y a eu un cas cette semaine, à ce moment-là, le cas n'est pas considéré comme étant positif. Voilà pour le dopage. Moi, je pense qu'on a fait le tour de la question de ce que je voulais un peu vous donner comme info. Comme je vous ai dit, le bilan sera soumis, il est déjà pris, il a été adopté par l'Assemblée générale, par le bureau fédéral, il sera soumis à la prochaine Assemblée générale ordinaire de la Fédération. De même que le bilan financier a été arrêté, il a été adopté hier, c'est un excellent bilan de la Fédération. Nous dégageons des surplus intéressants qui nous permettent non seulement d'assurer le bon fonctionnement de la Fédération pour les prochaines années, mais qui nous permet aussi d'investir et de financer tous les projets que nous avons évoqués. Voilà, je suis à votre disposition pour toute question et en avant, je vous remercie encore pour votre attention. Fadlo.